Alors, en tout cas, bon, c'est mon tour de raconter mon parcours. Voilà. Vous voyez, de la sémantique lexicale à l'analyse du discours, à un parcours. Bon. Alors, je vais le faire surtout par rapport à l'idée que ce parcours est assez diversifié, vous allez le voir, parce que sur plus de 40 ans que j'évolue un petit peu dans le champ des sciences du langage, j'ai vu défiler pas mal de paradigmes et je me suis même engagée dans un certain nombre d'entre eux. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que tout ce background très diversifié que j'ai accumulé pendant quelques décennies m'est encore aujourd'hui utile pour le travail que je fais par rapport aux objets qui m'intéressent maintenant, c'est-à-dire des discours, et plus précisément des discours en interaction. C'est-à-dire non seulement je renie rien, mais je m'en sers encore. C'est-à-dire que je pense vraiment que quand on travaille en analyse du discours, et entre autres en analyse du discours en interaction, on a tout intérêt à disposer d'une boîte à outils la plus riche et la plus diversifiée possible. Bon, c'est ça que je voudrais illustrer par un certain nombre d'exemples empruntés au type d'objets sur lesquels je travaille actuellement, seul ou en tandem avec Hugues Constantin Deschanel, Domiti Kaya, Marianne Doury, etc. C'est-à-dire les débats électoraux et plus précisément les débats de l'entre-deux tours des présidentielles. C'est l'un des objets sur lesquels je travaille actuellement et c'est un objet qui est particulièrement intéressant à bien des égards. Un de ses intérêts, c'est qu'on dispose d'un corpus qui est complet et clos. Et ça, c'est très rare en analyse du discours. C'est même très exceptionnel. On a tous les débats et on sait que jusqu'à 2007, notre corpus ne changera pas. C'est assez confortable. Alors, je précise qu'il s'agit là d'interactions sédentaires, comme a dit joliment tout à l'heure Lorenza, interactions sédentaires, elles ne sont pas véritablement multimodales. Et d'ailleurs, je ne suis pas compétente en multimodalité. J'analyse un peu, nous analysons un petit peu la mimogestualité, évidemment, mais c'est tout de même très limité. Ça n'est pas de la véritable multimodalité au sens où Lorenza nous en a donné des échantillons tout à l'heure. Hein. Bon. Donc, je vais parler surtout du matériel linguistique. Alors, je reviens à cet intitulé « De la sémantique lexicale à l'analyse du discours en interaction ». Ça renvoie évidemment pour moi et pour quelques autres ici présents, au titre de ma thèse de doctorat d'État, qui s'appelait « De la sémantique lexicale à l'analyse de l'énonciation ». Thèse de doctorat d'État que j'ai soutenue en 1977 sous la direction de Michel Le Guern, qui nous fait le grand honneur d'être ici présent aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, ça renvoie à cette thèse-là, de la sémantique lexicale à la sémantique de l'énonciation. Mais, comme, comment dire, il y a une vie avant la thèse, je vais remonter tout de même un petit peu plus haut. Car à mes années de formation universitaire, disons, hein, avant d'être recrutée à Lyon pour enseigner la grammaire et la philologie, j'avais fait des études classiques de latin, grec, tout ça, mais tout de suite j'avais été intéressée à quelque chose qu'on n'appelait pas encore les sciences du langage, mais à une approche, disons, langagière des textes, et par le biais de la stylistique. Donc parmi, disons, mes années de formation, ce qui a compté, c'est essentiellement la stylistique, telle qu'elle était enseignée par Pierre Larthomas, qui était spécialiste du dialogue théâtral, et qui m'a donné une espèce de coup de foudre envers cette discipline qui montrait qu'on pouvait aborder le discours littéraire par le biais des formes langagières. Donc la stylistique, je m'y suis engagée, puisque j'ai fait mon mémoire de DES, on appelait ça à l'époque, sur la stylistique des lettres à Sophie Volant de Diderot. C'est-à-dire que déjà, vous voyez que j'avais un certain intérêt pour le dialogue, tout de même, hein, pour le discours dialogué, puisque je travaillais sur le discours épistolaire et aussi beaucoup sur le dialogue théâtral, dont Pierre Larthomas était le plus grand spécialiste à l'époque. Voilà. Donc, la stylistique d'abord, et il me semble que, enfin, je suis même sûre, que ça m'a servi vraiment, enfin, ça a été formateur pour moi par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'analyse du discours en interaction.
Parce qu'il y a des points communs entre le travail qu'on fait en stylistique et le travail qu'on fait en analyse des conversations. Et je vous ai mis là, par exemple, le souci du détail. Il faut regarder tous les petits détails, faire des analyses micro. Ça, j'ai retrouvé la même chose en travaillant sur les conversations. Le fait aussi de décrire au fil du texte. Il faut suivre le texte. C'est ce qu'on appelle maintenant l'analyse séquentielle. Mais c'est ce que nous faisions à l'époque en stylistique. Et d'ailleurs, on y rencontre aussi le même problème, un problème commun avec l'analyse stylistique et l'analyse des conversations, c'est ce risque de la paraphrase. Comment échapper à la paraphrase? La réponse pour moi, c'est par le biais de l'interprétation dont je vais donc parler in fine. Ces problèmes d'interprétation. Parce que sinon, on dit, ben voilà, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, il fait ça, il fait ça. Bon, ça n'a pas évidemment beaucoup d'intérêt. Donc, si vous voulez, mon premier contact en fait avec les sciences du langage, c'est par le biais de la stylistique. À vrai dire, il y en a eu un autre auquel j'ai pensé hier et que j'avais oublié. C'est que j'ai quand même participé 1 an à ce groupe de lexicométrie de Saint-Cloud, dirigé, enfin Wagner et puis Tournier. J'avais complètement oublié ça. Hier, vous m'avez rafraîchi la mémoire. Ma mémoire avait été déjà rafraîchie la semaine dernière par un colloque où j'étais à Nantes. Non, pardon, à Vérone. C'était donc il y a 15 jours. J'étais à Vérone sur le discours politique. Et il y a eu un exposé sur l'historique de Mots par Paolo Frassi de Vérone, sur l'historique de la revue Mots. Et à un moment, donc, il avait ses diapos, puis après, il montre les fiches perforées, les fameuses fiches perforées qu'on a vues hier déjà. Et puis, il y avait manuel d'utilisation des fiches performées par Catherine Kerbrat et Michel Tournier. Je dis quoi? J'avais complètement oublié cette affaire-là. Et effectivement, on avait ces fiches perforées, on les perçait là d'une aiguille à tricoter. Il n'y avait pas encore l'informatique, vous vous rendez compte, hein? Et c'est comme ça qu'on triait notre matériel. Et donc, j'avais fait le manuel d'utilisation des fiches perforées. Ça m'était complètement sorti de la tête parce qu'à vrai dire, je n'ai pas, je ne suis pas restée dans le cadre de ce genre d'études-là parce que les études quantitatives, c'est comme ça, chacun a son tempérament, les études quantitatives, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère les analyses qualitatives et ensuite, dans tout le reste de mon parcours, vous verrez, ce sont des analyses qualitatives que je sais à peu près faire et qui m'intéressent davantage que les études quantitatives. C'est pour ça que la stylistique m'était revenue en mémoire et pas cette petite aventure assez éphémère d'ailleurs en lexicométrie quantitative. Alors, deuxièmement, la sémantique lexicale. Donc j'aimais bien la stylistique, mais quand même, il y avait une certaine frustration du côté de la théorie. Il n'y avait pas beaucoup de théorie linguistique. Or, c'est à ce moment-là que la linguistique a fait une entrée fracassante dans les sciences humaines et on ne se rend pas compte à l'heure actuelle de ce que ça a représenté. Les années 70, fin des années 70, fin des années 60 déjà, début des années 70, l'irruption de la linguistique qui a été pour moi un vrai éblouissement. Évidemment, c'était la linguistique structurale, mais vous imaginez pas ce que ça représentait comme espèce de révolution. Non, je dis ça parce que maintenant, quand je lis des choses sur le structuralisme et la linguistique structurale, en général, mais caricaturé d'une façon grotesque, vraiment je suis assez atterrée, peut-être pas, cette espèce d'absence de culture historique de l'évolution de notre discipline. Et je vous assure que là, moi je me suis lancée à corps perdu dans Saussure, évidemment, dans Saussure, dans Jenslev, dans Todorov, dans Greimas, dans tous ces gens-là, ça a été un éblouissement. Et donc moi ce qui m'intéresse depuis toujours, je me rends compte maintenant, c'est la question du sens. Essentiellement la question du sens, parce que pouvoir parler, le but c'est faire sens, voilà, c'est faire sens. Alors la question du sens, évidemment, reformulée maintenant en interprétation, puisque c'est le sens pris en charge par des sujets. Mais c'était le sens. Donc lorsque à Lyon, on a décidé de fonder un cursus en linguistique générale, sous la houlette de Michel Le Guern, bon, c'est tout naturellement que je me suis trouvée chargée de la sémantique. Bon, il y en avait qui étaient plus intéressés par la phonologie, d'autres plus par la syntaxe, Pierre Dupont, Gilbert Puech, etc. Bon, moi j'ai pris bien volontiers en charge la sémantique et je me suis lancée dans l'entreprise. Alors à l'époque, c'était la sémantique lexicale, structurale bien sûr, c'est-à-dire l'étude des mots dans le système de la langue, bien sûr, et on passait son temps à traquer des traits distinctifs. Alors maintenant, là encore, tout ça, c'est caricaturé parfois. Or, je pense que c'est complètement très formateur. Alors, pour différentes raisons. D'abord, c'est là où j'ai pris conscience de formidables pouvoirs de catégorisation de la langue. La langue, c'est avant tout un outil de caractérisation du monde. Que ce soit le système de la langue,
puisque c'est Jemslev, par exemple, qui a très bien montré ça, Saussure aussi, mais surtout Jemslev, que la langue va organiser le monde en le découpant en catégories, comme ça, c'est-à-dire va imposer ce qu'on appelle une forme à la substance référentielle. Bon, ça c'est dans le système de la langue, mais aussi dans le discours. Quand on parle, effectivement, on accole un signifiant à un objet, et ce faisant, ça passe par l'intermédiaire du signifié, qui regroupe un certain nombre d'objets sur la base de propriétés communes. Donc ce sont ces propriétés communes qui vont être rendues saillantes par l'activité de dénomination. Donc, dénommer, c'est classifier, c'est le titre de toute une partie de ma thèse de 1977. Dénommer, c'est classifier. Alors, quand on parle maintenant de catégorisation, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. Alors, la deuxième chose, là aussi, par rapport aux descriptions caricaturales de ça, dès le début, nous étions conscients que le sens en langue, c'était une espèce de nébuleuse. Une nébuleuse, avec un noyau de traits effectivement distinctifs, mais aussi toutes sortes de traits variables, alors qu'on appelait, selon les écoles, connotation. Bon, mon premier ouvrage s'appelle La connotation. Bon, les virtuèmes, ça c'est Potier, etc. Le signifié comme ensemble flou, la notion de prototype, toutes ces choses-là. Donc il y avait déjà un modèle, une conception très flexible du sens des mots en langue. Mais cela dit, c'est évidemment dès lors que l'on travaille en discours que l'on prend conscience de cette malléabilité des sens et de la façon dont on peut retravailler en discours les mots de la tribu, comme on dit, ou comment on peut les retravailler et comment on peut les négocier en contexte interactionnel, les négocier entre les différents participants. Cela dit, cette négociation, elle se fait dans certaines marges qui sont très limitées. On ne peut pas faire dire n'importe quoi aux mots. Hein. Bon, donc il y a une marge de négociation qui va être très intéressante d'un point de vue argumentatif, etc. Mais c'est des négociations qui se font évidemment sur fond de sens en langue. Parce que parfois, quand on lit des choses comme quoi tout serait construit ex nihilo, comme ça dans l'interaction, alors je vais vous donner tout de suite deux exemples. Alors, des exemples empruntés à ce corpus, donc, des 6 débats de l'entre-deux tours des présidentielles. C'est un corpus sur lequel nous avons travaillé, là encore, souvent en tandem, ou à 2 ou à 3, qui a été retranscrit très minutieusement, essentiellement Hugues de Chanay pour le débat de 2007 et Domiti Kaya pour l'ensemble des 6 débats. Donc, je vais quand même les remercier de me laisser utiliser ces transcriptions. Alors, je vous ai mis là des exemples. Alors, c'est un corpus que j'ai décortiqué sous toutes les coutures, hein, enfin toutes, non, mais par exemple, j'ai travaillé sur les interruptions avec Hugues de Chanay, sur le fonctionnement de la connivence avec Domiti Kaya, sur accords et désaccords avec Marianne Doury, et puis j'ai travaillé sur les figures de rhétorique, les procédés de l'argumentation, la politesse et l'impolitesse, les termes d'adresse évidemment avec Hugues, etc., etc. Donc un peu on l'a envisagé sous tous les angles. Et là, je vais vous prendre simplement des exemples pour illustrer la notion de négociation du sens dans l'interaction et comment cette négociation se fait sur la base de recherche et d'explicitation de traits distinctifs. Donc la notion de trait distinctif, elle n'est absolument pas caduque du tout, et elle est même indispensable à toute description sémantique. Je crois que Véronique va un petit peu parler aussi de ce genre de problème de négociation. Alors, je vous ai mis d'abord, c'est la négociation d'une métaphore. Alors, Jacques Chirac, débat de 95, Jacques Chirac. C'est un diagnostic que j'ai porté déjà depuis un certain temps et qui se traduit par une fracture sociale. Alors, Chirac lance la métaphore de la fracture sociale, qui met en cause la cohésion. Alors, vous voyez, après, elle va être négociée par Jospin. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de décortiquer. En fait, moi, ce que je préfère faire, c'est ces petits décortiquages micro. Mais ici, comme je vais donner pas mal d'exemples, hein, je vais pas pouvoir entrer dans les détails, mais vous voyez tout de suite le principe. Alors, il y en a un qui lance cette métaphore, qui est une métaphore, on va dire, on va dire anatomique, celle de la fracture, ou du moins elle va être filée comme une métaphore anatomique par Jospin. Je dirais, pour reprendre l'image en la modifiant de Jacques Chirac tout à l'heure, je ne pense pas que ça soit une fracture, parce qu'une fracture au moins c'est net, ça ne bouge pas. Vous voyez les traits distinctifs, ça ne bouge pas, et on la réduit. Explicitation de la métaphore anatomique. On réduit, médicale, on va dire, la métaphore médicale. Là, il s'agit plutôt d'une faille. Alors, Jospin va substituer à la métaphore anatomique de la fracture la métaphore géologique de la faille, qui va être beaucoup plus dramatisante. Évidemment, Jospin de gauche, etc., ça renvoie des enjeux idéologiques, qui va être beaucoup plus dramatisante.
parce que d'une faille, quelque chose qui fait que de France s'éloigne. Alors vous voyez le trait, dans un cas c'est statique et même ça se rapproche, alors que là ça s'éloigne, c'est beaucoup plus tragique. Et alors Jacques Chirac, très conciliant, c'est vrai, il y a deux France, il est vrai, fracture ou faille, ça s'écarte. Alors ça s'écarte, d'ailleurs on ne sait pas trop s'il y a le trait statique ou le trait dynamique, ça s'écarte, c'est écarté, etc. Donc il va réconcilier les deux positions, en disant bon, ça s'écarte, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont au bord de la route, qui est aussi une façon de filer d'ailleurs la métaphore géologique. Bon, voilà. Alors, après, je vous ai mis un autre exemple, sur lequel je vais passer un peu rapidement. Il est extrêmement riche, mais nous l'avons beaucoup décortiqué aussi avec Hugues. C'est cette fameuse séquence de la scène colère dans le débat de 2007. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est Sarkozy venant d'évoquer le drame des enfants handicapés qui ne peuvent pas aller à l'école et qui va promouvoir le principe du droit opposable, etc. Et à ce moment-là, Ségolène Royal dit « Attendez, j'ai quelque chose à dire », de façon extrêmement théâtrale, va faire une grande tirade pour dénoncer l'immoralité politique de Sarkozy, pour lequel il y a une contradiction entre ses actes et son discours, étant donné que c'est lui qui a détruit le plan Andiscol qu'elle avait elle-même mis sur place. Bon, voilà. Enfin, c'est ça le contexte intérieur. Et elle dit, je suis très en colère. Et alors, vous voyez, calmez-vous, non, je ne me calmerai pas, calmez-vous, non, je ne me calmerai pas, non, je ne me calmerai pas, je ne me calmerai pas, etc. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans cette longue séquence de 8 minutes, et que nous avons vraiment analysé dans le détail, c'est comment se négocie à la fois le sens du mot colère, et la nature du référent, c'est-à-dire la nature de l'état émotionnel de Ségolène Royal. Alors c'est une longue négociation qui se ramène en gros à Sarkozy, ne vous énervez pas, et elle, je ne m'énerve pas, je suis en colère. Alors si on décrit ça comme ça, deux schématisations opposées. Mais encore une fois, autour du noyau, du sens du mot colère, évidemment, on ne peut pas faire dire n'importe quoi. Au mot, deux schématisations opposées. Royal revendique un état positif de saine colère, construction et définition du syntagme. Alors, elle définit le syntagme saine colère, c'est-à-dire à l'intérieur de la notion de colère, il y a un sous-ensemble qui serait la saine colère. C'est véritablement une lexie et dont le trait distinctif, qui est plus ou moins synonyme de révolte et qui s'oppose à l'énervement. Donc vous voyez, ces microsystèmes qui s'affrontent, ce sont des systèmes de synonymie et d'antonymie qui, elles, sont locales et construites dans l'interaction. Alors elle fait une espèce de système synonymique entre saine colère, révolte, indignation, versus antonyme, énervement. Je suis scandalisée, je suis très en colère, je ne m'énerve pas, je me révolte. Il y a des colères qui sont saines, vous voyez, je vous ai mis les extraits. Sarkozy, de son côté, il établit un système de synonymie entre être en colère, s'énerver, perdre ses nerfs, perdre son sang-froid, sortir de ses gonds. Ce sont des variantes syntagmatiques qui, paradigmatiquement, sont des synonymes pour lui. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vous ai mis des exemples. Non, je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Eh ben voilà, être en colère égale perdre ses nerfs. Elle lui dit, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ce n'est pas pareil, pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Et c'est vrai que ce système de ramener une émotion noble à un vulgaire pétage de plomb, enfin on peut dire, bon voilà, c'est effectivement du mépris, c'est une attitude méprisante. Bon, voilà. Alors vous voyez, les investissements axiologiques qui ne sont pas les mêmes, les petites relations de synonymie, etc. Bon voilà, alors c'est ça qu'on peut détailler, comment ça se construit dans l'interaction. Et vous savez comment se termine cette histoire. Je vais vous dire quelque chose, alors à la fin, de façon extrêmement chevaleresque, ça vous dit, écoutez, je vous pardonne, je vous donne l'absolution, car ça peut arriver à tout le monde de s'énerver. Et donc c'est reparti pour un tour, elle va dire, non, 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 je ne m'énerve pas, je me révolte. Et là, vous avez l'équivalence avec révolte. Alors, voilà, donc j'ai mis élaboration online à partir du sens en langue, quand même. Bon, ça j'y tiens. Élaboration online de deux microsystèmes lexicaux qui s'opposent en partie. Très distinctif en jeu, maîtrise de soi, légitimité, versus non-maîtrise et rationalité. Irrationnalité. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal se met en colère, bon, etc. Construction corrélative de deux figures opposées, la révoltée ou indignée. Alors on peut remarquer d'ailleurs que par la suite, c'est-à-dire dans les débats pour les primaires, Ségolène Royal a toujours utilisé le terme indigné et non pas le terme de colère qui est effectivement ambigu, bon, plus ambigu, tandis que indigné, c'est évalué positivement par l'ensemble de la communauté parlante. Là, il y a un consensus là-dessus. Tandis que colère, c'est beaucoup plus ambivalent axiologiquement. Et je pense que Royal n'est pas arrivé à ses fins en essayant d'imposer une vision positive d'un certain type de colère. Bon, voilà,
Alors, l'enjeu, c'est la présidentialité de la candidate, évidemment. Pour être président de la République, il faut être calme. Et à la fin, Sarkozy qui dit « Mais au moins, ça a une utilité, madame, c'est que vous vous mettez bien facilement en colère. » Alors, évidemment, cette séquence de 8 minutes, on peut penser qu'elle est complètement vaine et sans absolument intérêt pour le débat. Si, il y a eu une utilité, c'est que vous vous êtes affiché, exhibé en état de, enfin, comme j'ai dit, pétage de plomb, enfin, en état de non-calmitude, je dirais. Donc, vous n'êtes pas présidentiable, et voilà. Alors, elle essaie, elle, de défendre de son côté que c'est lui qui n'est pas présidentiable, puisqu'il fait preuve d'immoralité politique, mais ça passe beaucoup moins bien. Enfin, ça, ce sont des évaluations que, normalement, on ne doit pas trop se permettre. Enfin, ça dépend, ça, on pourrait discuter. Simplement, ce que j'ai mis, c'est après, effectivement, mais ça, on pourra en discuter après, si on regarde les effets que ça a produit, bon, c'est sûr que ça a été assez catastrophique pour elle. Bon, et je pense que c'est en partie parce que l'emploi sarkozien est plus conforme à la représentation prototypique de la colère. C'est pour ça que là, la notion de prototype, on peut tout à fait l'utiliser, dans la mesure où je pense que la définition que propose Royal est défendable. À mon avis, c'est défendable. La scène colère égale la révolte et tout, mais elle est moins prototypique. Celle de Sarkozy, le système lexical, le microsystème lexical de Sarkozy va plus dans le sens, enfin, du sens commun. Voilà, hein, oui, tu serais d'accord. Oui, c'est ça. Hein, donc Ségolène Royal, son discours n'est pas passé auprès de moi. Parce qu'effectivement, la représentation prototypique de la colère, c'est la perte de contrôle de soi, plutôt. Quand vous regardez les allégories du Moyen-Âge de la colère, les allégories de Giotto, par exemple, la colère, on arrache ses vêtements, tout ça, ce que ne fait pas Ségolène Royal. Pas du tout, ben voilà. Et quand vous pensez à la colère d'Achille qui casse tout, Moïse qui casse tout, etc. Donc cette histoire de colère maîtrisée, c'est quelque chose qui est difficile à faire admettre. Mais enfin bon, la désignation, catégorisation de l'émotion de Ségolène Royal est donc mise au service de l'argumentation. Mais aussi voir comment les deux candidats argumentent leurs emplois respectifs. Là, c'est l'idée de Plantin, Micheli, etc. C'est que les émotions sont mises au service de l'argumentation, mais qu'elles doivent elles-mêmes être argumentées. Oui. Bon. Alors, c'est pour ça que là, j'avais mis des segments qui montraient comment c'était argumenté. Par exemple, Royal qui dit « Je ne suis jamais énervé, j'ai beaucoup de sang-froid ». Je suis un animal à sang-froid, donc ça c'est son espèce d'éthos permanent qui est le sang-froid, donc elle ne peut pas avoir comme ça ces accès d'énervement. C'est de l'argumentation ça. Tandis que Sarkozy lui dit, en quoi elle est saine votre colère, traitez votre contradicteur d'immoral et de menteur, je ne vois pas ce que ça a de sain. Donc lui il fait, bon, enfin bon, je n'ai pas le temps de trop développer, mais oui. Alors, parce qu'il faut que je continue mon parcours, oh là là. Alors après, ce que j'appelle le tournant pragmatique, énonciation, implicite, acte de langage, ça correspond au titre de 3 bouquins que j'ai écrits. L'énonciation, l'implicite, les actes de langage, tout ça, ça relève de différentes formes de la pragmatique. Alors évidemment, tout le travail que j'avais fait à l'époque, je m'en sers énormément, toujours. De l'énonciation, un peu revisité avec la polyphonie, tout ça. De l'implicite, bien sûr. Des actes de langage, n'en parlons pas. Alors, l'implicite, là, j'ai choisi l'implicite pour vous donner des exemples de toute ma réflexion que j'avais menée pour l'implicite, comment je l'investis sans arrêt dans la description du débat, parce que ça se passe beaucoup au niveau de l'explicite et de l'implicite. Alors, je vous ai mis quelques procédés relevant de la formulation implicite des attaques dans les débats. Le moi-je. Alors, quand j'ai dit, bon, par exemple, où est-ce que c'est bon, je ne participerai pas de, il peut y avoir déjà un sous-entendu polémique. Mais si je dis moi-je, le sous-entendu polémique se durcit complètement. Il est forcément là. Alors, c'est la même chose pour la négation. La négation est très souvent polémique, ce qui ne veut pas dire que les phrases affirmatives ne puissent pas l'être. Mais là, il y a des marqueurs linguistiques avec le moi-je et la négation. Alors, je vous ai mis le fameux exemple de la tirade de Hollande avec ses 15 mois président de la République. Hein, cette fameuse anaphore de Hollande, qui est évidemment, qui a une fonction polémique. Mais alors, regardez, ça commence... François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français. Un président qui respecte les Français. Est-ce qu'il y a un sous-entendu polémique? Si oui, c'est le contexte qui va l'engendrer, parce qu'il n'y a pas de marqueur linguistique. Bon. Qui les considère? Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Alors, qui ne veut pas, on voit très bien qu'avec la négation, le sous-entendu se durcit. Et après, voilà, moi, président de la République, je ne serai pas... Là, vous avez à la fois moi-je et négation. Alors là, le sous-entendu polémique est absolument évident.
moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Bon. Alors, une petite parenthèse, c'est que toutes les transcriptions que j'ai vues dans la presse et tout ça, et même par certains amis linguistes que j'ai vu décrire ce passage, ils mettent une virgule entre moi et je. Et je ne sais pas d'où elle sort. Elle n'a aucune raison d'être. Parce que si vous écoutez, c'est moi, président de la République. C'est-à-dire, et ce n'est pas la même analyse syntaxique. Moi, virgule, président de la République, c'est un sujet avec une apposition. Moi, je pense que moi, président de la République, quand on dit c'est un ablatif absolu, latin, enfin, c'est l'équivalent de l'ablatif absolu. Il y a une petite nuance, bon, je n'ai pas le temps ici d'expliciter, mais bon, moi, président de la République, je ne serai pas. Donc là, on voit très bien qu'il y a le sous-entendu, c'est pas comme l'autre. Bon. Mais vous voyez qu'après, moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Alors là, il n'y a pas de négation. Bon, et pourtant, il y a encore le sous-entendu polémique. Donc c'est ça pour la description qui est très délicat, c'est que les valeurs, elles sont, elles résultent à la fois de marqueurs linguistiques et puis de phénomènes contextuels et sémantiques purement contextuels. Bon, ce qui fait que quand il y a des marqueurs linguistiques, bon, très bien, l'interprétation est claire. Quand il n'y en a pas, ça repose sur le contexte. Alors on peut se demander, est-ce que c'est polémique, est-ce que ça ne l'est pas? Mais regardez, par exemple, président normal, il n'y a pas de négation, le président normal. Et pourtant, tout le monde comprend que c'est polémique, c'est pas comme l'autre. Et d'ailleurs, Sarkozy ne s'y trompe pas, puisqu'il dit ceci, je vous l'ai mis, Monsieur Hollande, vous avez parlé, sans doute pour être désagréable à mon endroit, d'un président normal. Voilà, tout est dit. Très bien. Alors, vous voyez, dans cette tirade anaphorique, c'était d'ailleurs assez marrant le lendemain, parce que tous les journalistes parlaient de l'anaphore de Hollande. J'avais jamais entendu des journalistes parler d'anaphore. Il y en avait même un qui a parlé de cataphore, parce que Sarkozy a fait une cataphore. Et voilà, les journalistes avaient tout regardé, je ne sais pas qu'est-ce que c'était que ces figures de rhétorique. Ils s'étaient bien renseignés. Bon, en tout cas, vous avez 15, alors, j'appelle ça, moi, président de la République, 15 fois. Est-ce que c'est des phrases? Dans les transcriptions journalistiques, il y a des points. Moi, des phrases, j'en sais rien. Problème des unités, j'ai mis 15 sections. Il y a 20 assertions, 8 négatives, 12 affirmatives. Mais globalement, ça fait une teneur sur la grande... toute la tirade paraît entièrement polémique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets de contagion aussi qui vont jouer. Bon. Alors ça, c'est un exemple d'exploitation des implicites. J'ai mis 2 autres exemples. Mais j'en ai des tonnes d'exploitation de l'implicite. Celle-là, elle est très très jolie. Conflit entre sémantique et syntaxe. C'est Sarkozy 2007. Moi, je veux en finir avec ces discours creux. Pas le vôtre, je ne veux pas être désagréable. Bon, alors la question, c'est est-ce que Sarkozy dit ou pas à Ségolène Royal que son discours est creux? Analyse linguistique. Là. Alors je dirais que du point de vue de la sémantique, il lui dit « je ne parle pas de vous ». Pour ce qui est de la cohérence sémantique. Hein, pas le vôtre, je ne parle pas de vous, je ne veux pas être désagréable. Du point de vue de la syntaxe de l'anaphore, c'est pour ça que je dis qu'il faut être outillé linguistiquement, avoir travaillé sur l'anaphore pour comprendre ça. Du point de vue de l'anaphore, le vôtre, ça renvoie à ces discours creux, à l'ensemble du syntagme avec le prédéterminant. Donc ça implique votre discours est creux. Donc vous avez un conflit entre la sémantique et la syntaxe. À un premier niveau, on comprend qu'il n'accuse pas de tenir des discours creux, mais de façon un petit peu, on peut dire presque subliminale, à cause de la syntaxe, il va s'incruster dans les esprits quand même que le discours de Royal est creux. Donc vous voyez, c'est juste sur tous les niveaux linguistiques. Alors j'ai mis après l'exemple très connu, enfin c'est peut-être le plus célèbre de tous ces débats, celui qui a le plus de succès, qui est resté dans les mémoires, c'est la fameuse histoire, vous me permettrez de vous appeler Monsieur Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Mais vous avez... Ouais, pardon. Donc c'est Chirac qui s'énerve parce que Mitterrand l'appelle toujours Monsieur le Premier ministre. De tous nos débats, c'est le seul cas d'utilisation d'un titre dans les débats. Et c'est une utilisation très marquée et qui n'est pas conforme aux règles du genre où on doit dire Monsieur machin, et Madame truc. Bon, monsieur plus le patronyme. C'est la règle du jeu. Donc c'est le seul cas, c'est une transgression effectuée par Mitterrand pour des raisons que l'on comprend bien, en même temps il a l'air d'être déférent, etc. Puis évidemment c'est sans arrêt pour rappeler, vous êtes mon Premier ministre, vous êtes mon Premier ministre, vous êtes sous moi. Bon. Alors, Chirac proteste, et regardez, bon, nous sommes à égalité, nous sommes 2 candidats à égalité, vous me permettrez de vous appeler Monsieur Mitterrand. Vous voyez, c'est une gaffe en fait.
c'est une gaffe. Parce que, en fait, ce qu'il veut demander, c'est « Vous me permettrez de vous demander de m'appeler Monsieur Chirac ». C'est une requête, ce n'est pas une demande de permission. Explicitement, c'est une demande de permission. Est-ce que je peux continuer à vous appeler Monsieur Mitterrand? Implicitement, c'est une requête, appelez-moi Monsieur Chirac. Mais il a oublié d'expliciter l'afférence. Donc vous savez que l'intérêt des afférences, c'est qu'on peut toujours faire la sourde oreille aux afférences. Donc quand Mitterrand dit « vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre », en fait, vous avez tout à fait raison est ambigu. Et ça, moi, j'ai pas vu ça décrire nulle part, parce que tout le monde a dit c'est contradictoire et c'est ça qui fait rigoler. Bon. C'est contradictoire dans une des interprétations. Évidemment, vous avez tout à fait raison, portant sur l'ensemble de la tirade précédente, nous sommes à égalité. Il y a une contradiction, et c'est ça qui fait rire. Silence de plus de 3 secondes, sourire gêné de Michel Cotta, rire en arrière-plan. Mais il y a une autre interprétation possible, parce que c'est quand même grave de se contredire, enfin c'est un peu limite, hein, cette galéjade là, c'est quand même un peu limite. Mais Mitterrand peut toujours dire, bah, vous avez tout à fait raison, ça porte simplement sur la demande de permission de m'appeler. Et ça renvoie à ce qu'il y a plus haut, parce que là il y a un conflit entre l'enchaînement micro et puis ce qui se passe au niveau macro. Regardez, en fait ça renvoie à « moi je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre » et ça renvoie plus loin, comme dit « je ne suis pas formaliste, chacun s'exprime comme il veut ». Donc vous voyez, donc vous avez tout à fait raison, c'est en fait une expression anaphorique, hein. Raison de quoi? Vous avez raison, c'est toujours anaphorique. Raison de quoi? Alors il faut aller chercher ce qui peut avoir. Bon, et là, à mon avis, il y a 2 antécédents possibles, et selon les 2 antécédents, ça va faire une interprétation différente. Dans un cas, il y a la contradiction, qui est ce qu'on perçoit d'abord, et ce qui fait rire, mais dans un cas, il y a une espèce d'enchaînement où il n'y a pas de contradiction, et Mitterrand peut toujours dire, bah non, voilà, chacun est libre, alors il construit un ethos tolérant, un ethos, etc. Bon, alors, vous voyez que là, l'exploitation de la pierre, enfin, c'est différent des cas précédents, c'est-à-dire que c'est un qui exploite le fait que l'autre a formulé sa requête de façon implicite et non explicite. Et Chirac est complètement coincé, d'ailleurs, il ne peut absolument pas répliquer quoi que ce soit à ça. Bon. Alors, 4e étape, l'approche interactionnelle. Je n'y reviens pas parce qu'il a été parlé beaucoup ce matin de décrire la conversation, que je considère, moi aussi, en effet, comme l'acte de fondation du GRIC, en quelque sorte, qui est devenu le GRICAR, comme moi j'appelle ça, l'acte de fondation. Et ça me plaît assez de savoir que cet acte de fondation, il s'est fait dans un contexte de collaboration pluridisciplinaire, vraiment. Et donc, bon, après, j'ai mis mes publications individuelles, mais je pense que je n'aurais pas pu faire toutes ces publications individuelles s'il n'y avait pas eu cet environnement collectif très stimulant et très favorable. Voilà. Alors, c'est la 2e partie de mon exposé. Quelques enseignements du travail en analyse du discours en interaction après ce parcours. Bon, combien j'ai mis de points? Je ne sais plus, 2. Bon, je vais essayer d'aller vite. Bon. Alors, nécessité de disposer de données naturelles. J'ai hésité entre authentique et naturel parce que c'est un point de clivage. On pourrait discuter. Évidemment, si on est des naturels, c'est mieux. On peut discuter sur les données élicitées. Bon, enfin. Personnellement, maintenant, je suis assez persuadée que plus c'est naturel, mieux ça vaut. Mais bon, alors, je n'insiste pas parce que c'est prêcher des convertis ici au syndicat, mais je dirais simplement que tout le monde n'est pas Icare et que dans tous les colloques où j'étais ces derniers temps, j'étais quand même étonnée, parce que j'en étais c'était sur les actes de langage, de remerciements, d'excuses, données élicitées, questionnaires et tout ça, et quand même, bon. Non, les pressions normatives dans tous les sens, les machins, moi, franchement, maintenant, ça me choque pas mal qu'on travaille à partir de données fictionnelles ou uniquement, disons, de données fictionnelles ou élicitées, enfin bon. Deuxièmement, importance du contexte. Alors ça, c'est ma grande, pas découverte, parce que je savais vaguement, mais quand même quelque chose qui est devenu pour moi une évidence de plus en plus forte au fil des années, l'importance du genre interactionnel dans les descriptions qu'on fait. On ne peut rien faire si on ne commence pas par définir le genre. Alors, ça m'a paru une évidence, enfin, cette évidence m'est devenue évidente, cette évidence m'a sauté aux yeux quand on a travaillé sur les commerces. Avec Véronique, un certain nombre de doctorants, d'étudiants et d'étudiantes, surtout de maîtrise. Et ça, c'est, il faut dire, un des meilleurs souvenirs de ma carrière, je dois dire. Même si à la fin, on en avait un peu marre, hein, c'était un peu dur à la fin. Mais enfin, bon, c'est quelques années où on a travaillé sur l'interaction commerciale avec un protocole commun, en équipe, comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. D'ailleurs, il y a le résultat qui est là sur la table, enfin la table de l'ENS, puisque ça a été publié à l'ENS. Bon, voilà.
avec Véronique, j'ai dit que c'était avec Véronique, parce que franchement, mais ça, j'en reparlerai après. Voilà. Alors, ensuite, cette évidence de l'importance du genre s'est confirmée avec le travail que nous menons depuis le gros chantier sur les termes d'adresse. Là, le bouquin est sur l'autre table. Voilà, s'adresser à autrui. Alors, volume 1, les formes nominales d'adresse. Aussi un travail collectif, hein, avec un protocole commun, des catégories communes, etc. Mais alors, ce qui saute aux yeux, là, effectivement, c'est que pour une même langue, une même culture, selon le genre interactionnel, les termes d'adresse ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et alors, quand on travaille sur l'interculturel, volume 2, apparaître avec quelques retards, 2014. Bon, le volume 2, où il y a une comparaison des termes d'adresse dans différentes langues et cultures. Alors, ce qui apparaît, c'est que le facteur du genre est finalement presque plus important comme facteur de variation que le facteur linguistique et culturel. Enfin, j'exagère un petit peu, mais quand même aussi important, et tout ça se combine de façon complète. Je vous donne un exemple, l'espagnol. Sur l'espagnol, on a deux études sur l'espagnol. L'une, des échanges téléphoniques en situation de service. La SNCF d'un côté et puis l'équivalent espagnol de l'autre. Fonction des termes d'adresse, idem. Quasiment idem. Presque pas dur. Et puis on a des conversations. Et alors, conversation en français, conversation en espagnol, rien à voir, mais rien, ni du point de vue de la fréquence, 40 fois plus fréquent en espagnol qu'en français. J'ai quand même un problème parce qu'elle compte les hombres comme des termes d'adresse. Moi, je fais plutôt des ponctuants, enfin, il faudrait voir. Hein. Donc, pour les quantifications, c'est quand même embêtant. Et puis, sur la nature des termes d'adresse, en France, c'est que des prénoms. Alors qu'en espagnol, il y a toute une palette entre tia, hombre, petite chérie, les termes affectifs, enfin, tout ça. Donc, rien à voir, vous voyez. Donc, le facteur genre est plus important que le facteur culturel pour expliquer les variations. Bon, voilà. Alors, j'avais mis plusieurs principes. Comme j'ai plus que 10 minutes, là, je vais passer. Il y avait le principe de préférence pour l'accord. Alors là, j'aurais bien aimé vous parler un petit peu du travail qu'on a fait avec Marianne, hein, parce qu'il y a ce grand principe. L'organisation préférentielle des échanges. Alors, mais qu'est-ce que... Oui, importance du contexte. Voilà, l'organisation préférentielle des échanges. Alors là, tout dépend encore du... qui est une notion très délicate, très problématique, mais toutes les notions qu'on manipule sont très problématiques. Moi, j'ai un peu trop la manie toujours problématisée. Rien ne va de soi, pour moi. Préférence, la notion de préférence, ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs critères qui entrent en jeu dans la définition. Le critère fréquentiel, l'attente normative et tout ça, et puis le critère formel, l'élaboration, le format de réalisation. Et ça ne va pas toujours dans le même sens. Et c'est de ce dont on s'est aperçu en travaillant sur nos débats avec Marianne, hein, ce principe de préférence pour l'accord, il est contredit dans le cas de certains actes de langage. Bon, comme le compliment. Après, le compliment, il n'est pas question de dire « Ah oui, c'est bien vrai », bon, sauf ironiquement, etc. Et là, tout ça, ça se décrit très bien en termes de face work. Alors moi, je travaille beaucoup avec cet outil, la théorie de la politesse, Brownell-Vinson, le face work et tout ça, et c'est très, très, très utile, enfin très efficace pour expliquer plein de choses. Et en particulier, la préférence pour l'accord, ben évidemment, l'accord, c'est conforme au face work, alors que le désaccord, hein, c'est une menace pour la face d'autrui. Bon, moi, c'est tout. Et avec le compliment, avec la loi de modestie, on comprend très bien que ça s'inverse. Mais dans nos débats, alors nos débats, ils sont à caractère confrontationnel, c'est un genre conflictuel par définition. Donc ils sont orientés vers le désaccord, bien sûr. Donc du point de vue fréquentiel, c'est évidemment le désaccord qui l'emporte. Mais du point de vue formel, du format de réalisation, c'est des désaccords qui sont attendus, n'empêche qu'ils impliquent des justifications, des argumentations, toute une élaboration énorme du matériel. Donc vous avez là un cas où ça va complexifier considérablement la notion de préférence, hein, et c'est ça qu'on a essayé de mettre à jour avec Marianne. Alors après, il y avait les TRP, les TCU, j'aurais voulu parler du travail sur les interruptions, cette fois c'est avec Hugues, quand on l'a fait, je ne vais pas le faire du tout, mais quand même l'importance du facteur genre. Donc vous avez Turn Constructional Units et TRP, Transition Relevant. Bon, l'autre jour j'étais dans un colloque là encore, et il y a une fille qui travaillait sur le journal télévisé et qui cherchait des TCU et des TRP. Mais c'est une idiotie, parce que c'est pas parce qu'il y a une pause que c'est dans des genres qui permettent l'alternance des tours de parole. Mais quand c'est un JT, ou même quand c'est ici, non, il n'y a pas de TRP. Je peux faire des pauses, mais ça ne va pas être un TRP parce que ce n'est pas fait pour vous dire c'est à vous de parler, puisque le genre n'admet pas l'alternance des tours de parole. Donc, ouais. Alors,
là, c'est pour, j'anticipe sur ma conclusion, c'est que vraiment, c'est la question des unités. On avait dit qu'il faudrait qu'on fasse un travail sur les unités. Alors, les unités, effectivement, comment les TCU s'articulent avec d'autres unités de la macrosyntaxe, avec la notion de phrase. Bon, mais ça, j'appelle. Alors, la notion de repair, réparation. Alors, elle est une notion éminemment complexe. Alors, on avait monté il y a quelques années, on avait vaguement mis sur pied une équipe qui voulait travailler sur cette notion en posant toutes sortes de problèmes, définition, identification du phénomène. C'est pas facile du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une réparation? On avait fait tout un travail bibliographique, alors analyse conversationnelle bien sûr, mais en remontant tout le travail sur les autocorrections, hétérocorrections. Madame de Golemin qui avait fait un travail remarquable sur la question, etc. On avait fait toute une bibliographie, on avait posé toutes ces questions, définition, et voilà, qu'est-ce qu'on répare? Est-ce que c'est surtout des faits lexicaux? Est-ce que c'est ou des lapsus, ou des faits grammaticaux, ou des faits stylistiques? Les répétitions, par exemple, que moi je répare tout le temps, je ne supporte pas les répétitions. Je me suis aperçue dans mes mails, même quand j'ai mis plusieurs fois un point d'exclamation, le deuxième je remplace par 3 petits points. Parce que même la répétition d'un signe de ponctuation, ça ne va pas. Parce que j'ai été dans le moule de la stylistique où il ne faut pas se répéter. Bon. Comment ça passe? Alors le mécanisme de la réparation, évidemment tous les travaux de Chegloff et tout ça, auto versus hétéro-réparation, pourquoi répare-t-on ou pas? Goffman, Forms of Talk, hein, quand il parle radio talk, là, alors, est-ce qu'il va réparer ou pas? Parce que là, c'est une espèce de double contrainte, double bind, parce que si je répare pas, on va se dire, oh, il n'a pas vu la faute, mais si je répare, je vais rendre plus saillante, etc. Bon, alors, comment est-ce qu'on s'en tire? Et avec quels effets, tout ça? Alors, moi, j'ai regardé, bon, j'ai continué un peu à travailler là-dessus, alors sur mes propres mails, je fais tous les réparations d'ordre stylistique, machin, et puis les débats médiatiques. Alors, j'ai pas le temps de le faire. Simplement, problème d'identification. Quand vous avez un « ou », tiens, je vais quand même donner cet exemple-là, spécialement pour Marianne, on est toutes les deux très intéressées par les orientations argumentatives, et surtout, hein, les emplois, les erreurs d'orientation argumentative. J'en ai une collection d'une centaine d'exemples. Bon, alors là, regardez, c'est complètement ambigu. D'abord, les revenus du travail seront fiscalisés au même titre que les revenus du capital, ou les revenus du capital au même titre que les revenus du travail. Même barème, même progressivité. Alors, est-ce que le « ou » est un « ou » plutôt, ou est-ce que c'est simplement une variante? Moi, je crois que c'est un « ou » plutôt du point de vue de la cohérence sémantique, mais c'est d'un point de vue sémantique, hein, parce que tu es d'accord. Parce que ce qui est nouveau, bien sûr, c'est que les revenus du capital soient fiscalisés autant que les revenus du travail. Mais vous voyez que là, c'est la cohérence sémantique hein, qui fait savoir s'il y a repair ou pas repair, parce qu'il n'y a pas de marqueur linguistique. Tandis qu'avec enfin, c'est vraiment un marqueur de réparation, en principe. Sauf que là, on ne voit pas bien en quoi elle consiste, parce que non communautaire et non européen, c'est plus ou moins synonyme. Enfin, alors, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Et alors, évidemment, dans nos débats, principe de préférence pour l'auto-repair par rapport à l'hétéro-repair. À cause des faces, évidemment. Et dans ces débats-là, il n'y a quasiment aucune réparation hétéro, enfin de l'autre. Parce que ce serait complètement insultant, j'en ai trouvé qu'un seul cas, enfin, ça dépend comment on définit réparation encore, hein, mais il n'y a jamais, par exemple, quand Mitterrand fait sa grande tirade, hein, je vous ai regardé parce que vous êtes premier et que vous l'êtes. Et il finit très fièrement et il dit vous l'êtes au lieu de l'être. On pourrait le passer, hein, bon, on a écouté je ne sais pas combien de fois, et que vous l'êtes. Bon, ben, personne ne moufte. Bon, ben voilà, il a dit l'être, et personne va dire, eh oh, bon. Et alors, non, mais c'est pas ça. Alors que par exemple, à la radio, j'ai relevé des exemples d'hétéro-réparation. Mais dans ces débats-là, c'est impensable. Alors, juste 2 choses pour finir avec les réparations. Ce qui m'a intéressé, une des choses vraiment que je trouve intéressante, c'est pour plaider dans le sens d'une collaboration, mais ça c'est obsessionnel chez moi, une collaboration entre les linguistes de la langue, enfin ceux qui font de la linguistique française très très bien et tout, et ceux qui font de l'analyse de conversation, de discours en interaction, comme vous l'appelez. Il faut collaborer, et il y a 1000 choses à faire. Alors regardez pour les repairs, c'est très intéressant de voir que très souvent, ça porte, pour ceux qui sont syntaxiques, hein, sur des points de difficulté et de fragilité du système. Et alors pour la linguistique cognitive, allez regarder ça. Surtout, ça porte lorsqu'il y a des mécanismes d'anticipation, de calcul anticipatrice de la construction de la phrase. Alors vous allez avoir bon, des conjugaisons, les verbes irréguliers. Hein, vous faisiez, vous faites. 2007. Bon, voilà.
Les relatives, alors là, c'est la plus grande partie, dont, auquel, etc. Mais parce qu'il faut anticiper sur la construction du verbe. Voilà. Là, j'ai un paquet d'exemples. C'est, ce sont. Alors, c'est, ce sont, il y a partout là. Alors, surtout dans le sens, on commence par c'est, puis on s'aperçoit que l'attribut est pluriel, donc on va mettre ce sont à la place. Mais aussi, j'ai exemple de l'inverse, plus rare. J'ai celui-là en 95. Les fautes d'accord, permis. Les séquences de pronoms, qui sont une des difficultés du français, etc. Il faut regarder ça. Alors, pour les motivations de l'activité réparatrice, j'ai mis pression normative, qui peut engendrer une insécurité. La pression normative, alors c'est toujours les saqueurs avec qui on nous a bassinés à l'école, qui ne fallait pas. Et c'est ceux-là qui vont faire une telle insécurité qu'on va parfois faire des réparations à l'envers. On se souviendra, on se rappellera de lui. Ah, bon, pas de chance, c'est le contraire. Ces traditions ont horreur, pardon, d'être bousculées. Mais c'est ont horreur, parce que c'est pas un H aspiré. L'horreur, hein, bon, etc. Alors là, j'en ai aussi plein, des fautes. Déjouer une... J'ai un chat dans la gorge. Alors, déjouer une ambiguïté potentielle et le face work. Alors, le face work, il y en a beaucoup de face work dans les débats, en particulier de la loi de modestie. Hein, alors, c'est les jeux entre nous, je, nous. J'ai pu gouverner, enfin gouverner. Enfin gouverner. J'ai pu agir comme président de la République avec un gouvernement. Donc il remplace gouvernement par agir avec un gouvernement, etc. Ça, j'en ai pas mal, comme ça. Je crois qu'en réalité, le choix que je fais, que nous faisons, est un choix intelligent. Alors sur nous, l'autre jour, j'étais dans un colloque où il y avait des Tunisiens. J'ai relevé cet exemple qui m'a bien aidé. Nous sommes en train de travailler sur ça. Enfin, je suis en train de travailler sur ça. Alors, c'était le contraire, parce que le plus souvent, c'est le contraire. On commence par je, et après on dit enfin nous, parce que c'est plus modeste. Et là, il a fait le contraire. Il a dit nous sommes en train de travailler comme ça. Enfin, je suis en train. Alors, c'est le mouvement inverse. On dit non, en fait, c'est moi qui fais tout le boulot. Non, qui met je. Mais il y avait une ambiguïté, c'est que je me suis demandé si c'était pas un nous rhétorique, parce que c'était un contexte biculturel. Il y avait des Français qui disaient je, et des Tunisiens qui disaient nous de modestie. Alors là, je me suis demandé, c'est peut-être le nous de modestie, majesté, on ne sait pas trop. Nous sommes en train de travailler, et il a fait un repère, je, et c'était peut-être une concession à nos normes françaises qui autorisent de dire je. Vous voyez, donc c'est toutes ces choses-là qui sont quand même intéressantes à regarder. Alors pour les hétérocorrections, 5 minutes, très bien. Elle m'a dit qu'il faut un tout petit peu tricher. Alors les hétérocorrections. Problème de rectification. Là encore, comment on va délimiter le phénomène, mais je vais vous mettre juste le seul exemple que j'ai trouvé. Bon, là, j'en ai à la radio, hein, des vraies hétérocorrections. C'est un ode à la fable. Une ode, pardon. Il y en a vachement, beaucoup, pardon. Oh, mais on peut dire vachement sur France Musique. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Bon, alors ça, je relève ça à la radio. Dans mes débats, j'ai une seule hétérocorrection. Et encore, est-ce que c'en est une? Là, je ne sais pas, c'est une question de définition différente. Elle est à distance, 8 minutes. Et c'est Jospin qui l'ose. Et ça donne ça, parce que Chirac avait dit, en France, on a une espèce d'habitude, on estime que toutes les 2 ou 3 décades, il faut changer les textes. C'est une boulette, il disait décade pour décennie. Décade, c'est 10 jours, décennie, c'est vrai. 8 minutes plus tard, Jospin dit, il y a maintenant 2 décennies, et non pas 2 décades, mais 2 décennies. Voilà. Alors, si on a la mémoire, mémoire discursive, on va se dire, c'est une rectification ironique de la boulette lexicale qu'a commise Jospin. Voilà. Alors, mon dernier point, c'était peut-être 5 minutes, et puis vraiment, la question de l'interprétation. Depuis toujours, c'est mon obsession, le sens et l'interprétation. Alors, j'ai juste fait un certain nombre de propositions, parce que pendant 20 ans ou 30 ans, c'était la question centrale dans la littérature, en linguistique textuelle, en tout ça, l'interprétation. J'ai commencé à 10 minutes de retard, non, je sais pas. Bon, non, mais attends, je sais pas, parce qu'il regarde là. Voilà, non, mais juste vraiment pas plus de 5 minutes, ça va? Bon, alors, oui, donc, c'était la question centrale. Maintenant, tu sais, j'avais demandé à Lorenza de me donner des indications sur l'interprétation. C'est vrai que ce n'est pas un sujet beaucoup abordé de front, il me semble, dans la littérature. Comme si c'était réglé. Or, pour moi, avec ces notions d'availabilité, accountabilité, je pense que ça ne règle rien.
Hein, l'idée que les participants, hein, ils sont là et ils se rendent disponibles et reconnaissables publiquement. Mais c'est des signifiants, c'est des indicateurs, c'est des marqueurs, c'est des cues. Et c'est pas transparent, les signifiants. Donc je pense qu'il y a une illusion de la transparence des signifiants, qui fait que, oui, et qui me paraît vraiment une... Alors, les principes, c'est d'écrire égale interpréter. Toujours. Parce qu'on n'est pas content de dire, il dit qu'elle est énervée, elle dit qu'elle est en colère. Et alors, il faut interpréter, bien sûr. Et avec le non-verbal, ça peut dire les interprétations, hein, les regards et tout ça. Mais même quand on dit, il y a A qui pointe l'objet et B qui regarde. Si je dis que B regarde parce que A pointe, c'est une interprétation. J'établis une relation causale entre les deux, c'est une interprétation. Alors peut-être qu'elle est évidente, mais c'est quand même une interprétation. Et nous, avec les regards, on a travaillé, Sarkozy en 2007 qui regarde sans arrêt les animateurs, avec Hugues on a décrit ça comme élargissement du cadre participatif, prise à témoin pour consolider sa position. Bon. Et puis on lit une analyse, Sarkozy n'est pas très sûr de lui parce qu'il regarde sans arrêt les animateurs, preuve d'insécurité. Bon, alors comment est-ce qu'on va prouver qu'il a raison? C'est pas du tout évident. Bon. Alors ensuite, qui interprète? C'est l'analyste qui est toujours extérieur à l'interaction. Bon, il ne travaille pas dans la même temporalité. L'analyste, ce n'est pas les participants. Il travaille dans une autre temporalité, il a d'autres objectifs, etc. Véronique Traverso a dit des choses très bien là-dessus. Bon, alors, donc, c'est l'analyste. Et comment il fait? Il fait comme toujours quand on interprète, c'est une activité complexe, on applique aux observables. Alors les observables, c'est la matérialité textuelle plus des données contextuelles accessibles. Hein. Donc avec tout ça, on applique un certain nombre de ressources interprétatives, des savoirs, des compétences qui sont linguistiques, encyclopédiques, etc. Bon. Troisièmement, c'est vrai que l'interprétation de l'analyse, c'est une tentative de reconstruction des interprétations des participants. Je suis absolument d'accord avec ça. Il faut adapter le point de vue des membres. Mais de l'extérieur, on va essayer de se mettre dans la peau des participants et de reconstituer. Mais lesquels? Alors quand on est dans des débats, c'est pas évident. Il y a d'abord les participants actifs, les animateurs et les débatteurs, qui manifestent dans une certaine mesure par leur réaction la façon dont ils interprètent les énoncés. D'accord. Mais il faut l'interpréter, ça, la façon dont on dirait. Et ensuite, une petite partie seulement du matériel sémiotique qui s'échange tout au long de l'interaction donne lieu à une réaction spécifique. Une toute petite partie, mais tout le reste. Alors si on se contentait de ça, pour décrire ce qui se passe, on n'irait pas bien loin. Tous les faits qui nous ont intéressés, que j'ai détaillés, le monopole du cœur, avec le magnifique sophisme du monopole du cœur, j'ai un cœur comme tout le monde, c'est un sophisme, parce qu'il joue sur la polysémie, le cœur organe, et le cœur, générosité, sentiment, bon, il joue sur la polysémie. Hein. Vous n'avez pas le monopole du cœur. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien. Le cœur anatomique, tout le monde en a un. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a du cœur. Bon, c'est un sophisme. Personne ne le relève, évidemment. Vous avez Mitterrand ne va pas lui dire, dites donc là, vous jouez sur les mots. Bon, il y a le cœur. Bien sûr que non. Personne ne va relever. Pourtant, c'est inscrit dans la matérialité textuelle. Donc, je pense que l'analyste a le droit et même le devoir de décrire ça, même si c'est pas du tout utilisé, exploité, traité par les intervenants. Alors, que les membres ne s'orientent pas toujours vers les éléments les plus pertinents du matériel verbal. Alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Ça dit les membres s'orientent vers ce qui est pertinent. Mais non. Alors là, j'ai cité Proust. Vous n'avez pas le temps de lire cette citation. Elle est extraordinaire. Mais ça vous prouve bien que parfois, les auteurs littéraires sont tout aussi perspicaces sur le fonctionnement des conversations que nous, les spécialistes de la chose. C'est une citation extraordinaire. Sur les gestes. Les gestes, les propos, c'est multimodal, ça. Les télévisuels que nous passions, on ne voit pas ce qui est le plus pertinent. Mais c'est bon. Alors, plus évidemment la présence du surdestinataire. C'est le public, dans quelle mesure il faut en prendre compte, tout ça. Ça sera un grand débat que je ne vais pas le faire ici. C'est le dernier point. Voilà, conclusion après. C'est le dernier point que, effectivement, ces débats-là, ils sont destinés avant tout aux futurs électeurs, c'est-à-dire aux destinataires. Or, on n'a pas accès à la façon dont ils interprètent les choses. Donc l'analyste, il doit faire des hypothèses en fonction de ce qu'il suppose, des savoirs du public, et donc faire des interprétations. Mais ça, depuis que je travaille en sémantique, je défends cette idée d'interprétation modulable et hiérarchisée. Modulable en fonction des savoirs supposés des membres. Bon. Clermont-Ferrand est une ville
qui vous connaît bien et qui me connaît bien. Ça, c'est Giscard d'Estaing en 1974. On se dit, qui me connaît bien? Ben oui, il est du coin, Giscard, hein, donc ça va. Qui vous connaît bien? Il dit ça à Mitterrand. Bon, si on sait, c'est un savoir très peu partagé, que très peu de gens savent. Si on sait que c'est la ville de la famille Pinjot, vous voyez que ça modifie toute l'interprétation, parce que c'est un truc que Giscard dit pour déstabiliser Mitterrand en faisant une allusion à sa double vie. Bon, mais ça concerne une toute petite communauté interprétative minuscule, donc on va dire pour la plupart des gens, ça c'est une interprétation non pertinente, enfin non disponible. J'ai mis un autre exemple, la fameuse scène colère. J'ai le droit de parler du handicap. Tout au long, on se dit, oh là là, le monopole du cœur, on y pense, c'est ce qui va parler du monopole du cœur. Et puis Sarkozy dit, ce n'est pas le monopole qui est le vôtre. C'est une phrase bizarre, bancale, une construction bancale. Bon voilà, comment est-ce qu'on va interpréter? Ça c'est un indice, on voit une construction bancale, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bon ben, on va appliquer des savoirs. Alors si je sais, comme c'est le cas, qu'au Mont-Saint-Michel en janvier 2007, Sarkozy a eu la malencontreuse sortie suivante. Il y a quelques années, François Mitterrand, dans une réplique superbe, avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Bon. Le lendemain, tout le monde s'était gaussé, tous les journalistes, parce qu'il a confondu Mitterrand et Chirac. Et c'est non seulement une contre-vérité, mais c'est une bêtise. Parce que qui est-ce qui peut dire « Vous n'avez pas le monopole du cœur » C'est quelqu'un de droite, évidemment, pour lutter contre le stéréotype que le cœur serait le monopole de la gauche. Ça ne peut pas être Mitterrand qui dit ça. Donc c'est doublement, c'est faux et c'est idiot. Donc ça a été cuisant pour ça. Non mais je ne dis pas ça contre Sarkozy parce que bon, mais simplement c'est un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir. Donc après, interprétation, si on sait ça, on peut se dire tiens, pourquoi il bute là en 2007, hein, quelques mois plus tard, eh ben, on peut faire l'hypothèse qu'il bute et que ça serait une espèce de refoulement de l'expression monopole du cœur qui serait attendue dans ce contexte, mais qui serait malencontreuse parce que ça réactiverait douloureusement pour Sarkozy le souvenir de sa boulette précédente. C'est une hypothèse interprétative, mais qui ne vaut que pour ceux qui savent tout ça. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le problème reste, l'analyse doit porter sur des indices, mais les questions restent entières. Est-ce que c'est un indice? Et de quoi? Et pour qui? On a toujours... Voilà. Alors, hiérarchisable, c'est tout, et après conclusion, hiérarchisable. Hiérarchisable, alors c'est quelque chose, depuis l'implicite surtout, que j'ai essayé de formaliser, ça veut dire qu'il y a des interprétations qui sont plus ou moins évidentes. Il y en a qui sont absolument indéniables, c'est-à-dire on va dire ça c'est dans le texte, c'est dans le texte. Alors, les fameux termes d'adresse Madame Royal de 2007. Sarkozy en utilise 137, Royal en utilise 9. Bon, alors ça c'est tellement spectaculaire comme disproportion numérique qu'effectivement ça interroge. 137 contre 9. Alors c'est Hugues qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais les hypothèses interprétatives. Il y en a une dont nous sommes sûrs, parce qu'on les a tous regardées un par un, hein, avec les contextes et tout ça. La prosodie, les gestes, on a tout regardé. C'est sûr que c'est à la fois, ce sont des aggravateurs d'attaque pour la plupart, ça dépend de la position, hein, mais d'autre part, ça produit un effet de politesse. Et c'est les deux à la fois. Et le récepteur, il perçoit les deux à la fois. Les deux à la fois. Il sent bien que ça durcit la taxe, mais en même temps, c'est poli. Dans la mesure où, dans notre imaginaire linguistique, on nous a appris depuis tout petit, hein, de dire bonjour, madame, merci, madame. Les termes d'adresse, c'est poli. Donc même si en contexte, ce sont plutôt des marqueurs de polémique, en même temps, ils sont polis. Et d'ailleurs, tout le monde a dit, il a été bien poli, Sarkozy a été bien courtois. Bon. Donc, c'est ce qu'on a appelé la disqualification courtoise. Ça, c'est quelque chose dont nous sommes sûrs. Et d'ailleurs, ben, vous voyez l'effet de politesse. Royal ne peut pas dire à Sarkozy « Arrêtez sans arrêt de me dire Madame Royal », c'est pas poli. Elle ne peut pas lui dire ça. Parce que bon, vous voyez, donc ça lui m'empêche. Bon. Alors voilà. Alors, donc ça, je mettrai en haut de la hiérarchie. Deuxième interprétation, sexisme. Bon, alors là, on peut discuter à l'infini, on a déjà eu des heures et des heures. Est-ce que c'est pour rappeler à Royal qu'elle n'est qu'une femme? Là, c'est déjà beaucoup plus aléatoire comme interprétation, beaucoup plus osé. Il faut voir s'il y a d'autres marqueurs, la condescendance, les machins, l'exploitation des stéréotypes de la femme hystérique et compagnie. Bien.
Mais vous voyez, je mettrai en dessous. Quant à la troisième, j'ai entendu ça là aussi dans un colloque, et ça m'a eu l'air sérieux. Elle a dit sérieusement que pour elle, ça produisait un effet ironique à cause de la connotation royale, royalisme, pour une femme de gauche. Bon. Moi, j'appelle ça interprétation parasite. Mais interprétation parasite, c'est quoi? C'est des choses qui vous viennent à l'esprit si vous l'avez mauvais. Voilà, qui vous viennent à l'esprit, mais vous ne leur accordez pas le même statut, parce que vous dites, je ne peux absolument pas penser une seconde que ça soit intentionnel de la part du locuteur. C'est un effet de réception, hein, mais que j'appelle un peu parasite. Et je vous en ai donné un dernier exemple pour finir. Bon, c'est au début du débat de 2007 où l'animatrice dit ah oui, ça va être très intéressant parce que cette fois vous êtes jeune, ce sont des jeunes candidats, vous êtes nouveaux. Alors Sarkozy dit bon, enfin jeune, faut pas exagérer, hein, dans le privé, 50 ans, c'est pas du tout jeune, hein, et de toute façon, je ne pense pas que le temps change quelque chose à l'affaire. Bon, moi j'entends ça, et évidemment tout de suite avec mon mauvais esprit et surtout ma connaissance du répertoire de Brassens, s'il y en a qui veulent, tout de suite je pense, ça ne change pas rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Non, moi je pense ça s'inscrit dans mon esprit, mais c'est ce que j'appelle une interprétation parasite, c'est-à-dire qu'aussitôt je vais l'ostraciser, enfin je vais dire, oui mais ça c'est pas sérieux, je vais pas lui accorder le statut d'une interprétation valide, dans la mesure où ce qu'un énoncé veut dire, c'est ce que l'émetteur veut dire dans son énoncé. Alors ça, j'en démords pas. Je peux le prouver et tout. Bon. Donc là, je vais me dire, il n'a pas voulu dire ça, et c'est moi qui rajoute ça. Bon, voilà. Conclusion. Toute interprétation implique une prise de risque mais calculée. L'analyste comme archi-interprétant. Alors là, j'ai distingué discours monologal, discours dialogué. Et ce qu'il y a, c'est que là, nos débats, c'est les deux à la fois. Parce qu'il y a des grandes séquences monologales et c'est destiné au public. Bon, de toute façon, j'ai vraiment fini. Voilà, outillage descriptif diversifié, collaboration. Oui, virtual. Ça, j'ai mis ça parce que d'un côté, il y a Tenhave et de l'autre, c'est Fish. Fish, il travaille sur la littérature. Et pour boucler la boucle, moi, j'ai commencé par la littérature. Et je vous assure qu'il y a certains problèmes que je rencontre reformulés autrement, sur des données autres, mais qui sont les mêmes qu'il y avait 30 ans en linguistique textuelle, avec l'archi-interprétant, avec Eco, avec tous ces gens-là. Ah ben, franchement, ça peut s'appliquer aussi en partie. Alors j'ai mis collaboration entre linguistes de la langue et linguistes du discours, par exemple la notion de phrase. Ben, voilà. La phrase, c'est pas clair, hein, c'est pas réglé. Et nous, ce qu'on a fait, moi j'ai comparé ici, nous ou je sais plus, parce que peu importe de toute façon, c'est dans une ambiance un peu collective, enfin un petit comité, les transcriptions du monde de l'IB et les transcriptions, quand est-ce qu'ils mettent des points? Alors, il y a des différences de ponctuation considérables, mais il y a des cas où tous mettent un point. Donc, il y a quand même des intuitions de la phrase. Il y a des cas où ça s'impose. Donc, comparer les unités à partir, par exemple, de données comme ça serait pas mal. Et j'ai mis c'est là que je rencontre ce qu'a dit. Deux attitudes opposées également contestables et qui sont tentantes, évidemment. Nihil novi sub sole et la tabula rasa. Bon, alors, nihil novi sub sole, c'est ce que tu disais. Bon, on avait déjà inventé ça autrefois. Enfin, autrefois, ça veut généralement dire à l'époque où j'étais jeune. Bon, voilà. Hein, on avait déjà tout dit. Et puis l'autre, la tabula rasa. Hein, tout ça, c'est dans les poubelles de l'histoire. On dit ça, et on part à zéro, on réinvente tout, comme si la linguistique était la seule science qui ne serait pas cumulative. Enfin, bon, ça va, elles sont cumulatives. Donc voilà, il faut trouver une position entre ces deux tentations. Et je m'arrête là. En m'excusant. Voilà. En ayant débordé, j'ai débordé. Mais c'est pas parce que j'ai commencé à moins 20 que je n'ai pas une heure. Oui. On va quand même prendre une minute. Rien, moi je dois te remercier Hugues, parce que cet abbé de 137 occurrence de Madame Royale, de Nicolas Sarkozy, c'est un vrai acte de courage. Il y a des questions. Voilà. Merci, c'était superbe comme présentation de corpus, toujours aussi vivant. Parfait, très bien. Et je voulais juste te poser une question, te suggérer une reformulation. Tu dis toute interprétation est une prise de risque. Nous, pour les textes anciens, puisqu'il y a plus de informatique, on dit c'est une hypothèse. On ne peut pas faire autre chose que des hypothèses sur la grammaire, ou on peut s'en des textes anciens.
est-ce que tu vois une différence entre prise de risque et hypothèse? Pourquoi prise de risque? Quelle est la différence? Oui, c'est des hypothèses. Ouais. Non, parce que j'ai mes prises de risque calculées, ça me permet de rééquilibrer. Parce que je disais une hypothèse, mais une hypothèse plus ou moins étayée. C'est ça que je veux dire, ni plus ni moins. Je veux dire qu'on prend des risques, parce que j'utilise parfois une autre métaphore, c'est du saut interprétatif. C'est ça, parce que quand même, entre le signifiant et le signifié, il y a un abîme, il y a un saut interprétatif. Mais je dis toujours avec filet. Alors les filets, c'est quoi? Regardez les détails, regardez effectivement l'enchaînement, regardez des tas de choses comme ça. Et puis, il y a d'autres méthodologies pour valider les hypothèses interprétatives. Mais moi, je parle toujours d'hypothèses interprétatives. Il y en a qui sont des évidences, bon, on va pas aller... Mais la plupart du temps, c'est quand même... Mais faut pas... Comment tu m'as dit prise de risque, pour moi, j'essaie de comprendre. Ah oui, c'est ça, mais hypothèse, oui. Attends, de risque interprétatif, Je me disais, voilà, oui, elle risque de faire une mauvaise interprétation. On risque, voilà, c'est ça que je veux dire. Et le locuteur est vivant. Donc il peut lui tomber sur le bras. Ah, tu voulais, oui, l'histoire de différence, c'est ça, oui, oui. Qu'est-ce que tu risques? Ça peut être effectivement les locuteurs, mais ça peut être aussi dans la communauté scientifique, au sein de la communauté scientifique, en disant, mais moi je ne suis pas d'accord. C'est une erreur d'interprétation, etc. Oui, oui. Mais c'est vrai que le fait qu'il y a des locuteurs vivants, mais enfin bon, je ne vais pas aller demander à Sarkozy. En plus, est-ce que c'est pertinent aussi? Bon, c'est toutes les questions qu'on se posait il y a 30 ans ou 40 ans. L'intention de l'auteur, est-ce que c'est lui qui valide son interprétation? Est-ce que c'est celui qui enchaîne? Mais celui qui enchaîne, il n'est pas plus autorisé à valider une interprétation que celui qui... Alors, je ne sais pas, c'est... Mais c'est vrai, le fait, ça change quand même, quand il y a des gens vivants... On peut... D'autres questions? Je pourrais leur demander. Je sais bien. Ce n'est pas une question, c'est une minuscule suggestion à propos de la référence de Madame Royal et de l'interprétation que vous dites de parasite. Je ne dirais pas que c'est une interprétation parasite parce que syntaxiquement, Royal n'est pas obligatoire. Sarkozy pourrait très bien dire, mais je vous fais remarquer, Madame. Alors, oui. Madame Royal. Et la récurrence de Royal a peut-être quand même un sens. Okay. Effectivement, parce qu'il y a une chose assez troublante. Ah oui, non, mais oui, c'est le contraire. Il y a plus de Madame que de Madame Royal, alors que dans les autres débats, c'est toujours Madame plus patronyme. C'est le seul cas où il utilise en alternance Madame et Madame Royal, avec une dominante fréquentielle de Madame sur Madame Royal. C'est marrant, parce que c'est le seul débat où il y a le titre seul, sans le patronyme. Bon, enfin bref. Mais quand même, effectivement, c'est un argument, mais ce n'est pas une preuve. C'est ça que je veux dire. On peut, mais c'est à ce moment-là qu'on va argumenter pour négocier les interprétations qu'on fait. On va apporter des arguments, un argument contradit. Et ça, effectivement, c'en est un. Mais il ne pourrait pas dire Madame tout le long, parce que ça, c'est très atypique. Très, très atypique.